Donc, merci beaucoup, Leïla Chaibi, d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Bienvenue. Et oui, je voulais partir en parlant de l'histoire de ce projet, de ce film. Donc, comment est-ce que ce film est né et comment est-ce que vous avez rejoint cette aventure? Comment le film est né, c'est vrai que c'est plus difficile pour moi de répondre que pour Souleymane Oui. Léa qui s'excuse de ne pas être là. Il était prévu, il y a eu un empêchement et c'est pour ça que je le remplace. Je pense que c'est venu vraiment de la tête de Souleymane, c'était pas le premier film qu'il faisait, mais c'est son premier long métrage. Nous, on s'est rencontrés à une résidence d'écriture au Sénégal qui réunissait 20 porteurs de projets de différents pays. Son projet était déjà très avancé, très écrit, puisque même si c'est un peu la force du film, il était très écrit, en même temps très spontané aussi, en tout cas sur le tournage, ça s'est vraiment fait pour provoquer des réactions. Et moi, on pitch nos projets, on les travaille, on les pitch, on les présente à l'oral. Avant, moi j'avais bien accroché avec son projet. Je tournais moi-même j'avais un projet sur un cimetière aussi, qu'on s'était reconnu. Et je lui ai dit assez rapidement que j'avais envie c'est ce type de film que j'aimais, je serais ravie de l'accompagner. Et il avait vu mes images aussi, et puis il m'a rappelé un an et demi après pour les premiers repérages. Et donc, oui, juste pour rappel, donc je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, vous étiez en train de travailler à votre film Gardien des mondes, c'est ça? C'est ça. Donc, en 2021. Et donc, il y a l'image du cimetière, d'une certaine manière, qui revient dans les deux films. Et en fait, cette image, donc parce que votre film, donc ça parlait du cimetière de Gélès à Tunis, et d'un monsieur donc, qui est gardien du cimetière. Et donc cette image m'a fait penser à un passage des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, où elle écrit que la mémoire de la plupart des hommes est un cimetière abandonné, où gisent sans honneur des morts qu'ils ont cessé de chérir. Toute douleur prolongée insulte à leur oubli. Et donc j'ai eu l'impression que en fait, ce que vous essayez de faire dans vos films respectifs, c'était justement de retrouver ces cimetières et ces morts et de les chérir d'une certaine manière, parce que en fait, le lien avec ce passé ne soit pas rompu. Dans le film de Souleymane, on voit qu'il y a un lien au passé, mais quelque chose qui est quand même là. Il retrouve des traces de quelque chose qui a disparu. Mais ça va aussi vers la vie quelque part, et c'était toute l'expérience du film, même pour nous, l'équipe. C'est-à-dire d'aller à la recherche de ces films d'archives qui constituent aussi nos inspirations de cinéastes, et en même temps de reconnaître que le cinéma c'est aussi un art vivant, en fait, et que ces besoins de cinéma ils changent quels que soient les dispositifs. On le voit là dans le film avec les caméras en bois, d'aller dans les quartiers et puis de solliciter des jeunes, des mamans, des gens qui participent. Ça a été une vraie expérience de tournage, c'est-à-dire en plus, il fallait bloquer, les habitants se mettaient à faire vraiment les régisseurs, les assistants techniques. Sur la séquence des enfants, il a fallu carrément que les stagiaires arrêtent les nuées d'enfants qui venaient de toutes les collines pour participer au film. Et il y avait même quelque chose d'assez triste dans le fait de redécouvrir ces cimetières abandonnés, une histoire du cinéma aussi qui a été abandonnée, qui touche une histoire nationale quand même. Et on s'aperçoit à quel point la culture peut être liée à des ambitions, des objectifs politiques, et en même temps beaucoup d'espoir quand même, parce qu'au-delà de la mort des films, il y a la vivacité des cinéastes, des gens, des pays et de l'art qui est toujours vivant. Ah oui, c'est justement le lien entre la mort et les vivants qui est rétabli de cette manière. Et je dirais qu'en fait, ce voyage initiatique à la recherche de ce film devient aussi donc une histoire un peu à la recherche de son pays, de la part de Thierno Souleymane Diallo, et donc il se fait par la mémoire collective, et donc c'est tout à fait un projet politique, parce que en fait ce qu'on découvre, c'est aussi à travers l'histoire du cinéma en Guinée, l'histoire de la Guinée, et donc de la période Sékou Touré, donc qui était président de la Guinée de l'indépendance en 58 jusqu'à 84. Et pendant cette période, donc l'expérience, on fait référence au CD Cinéma, donc qui était la Régie nationale de la cinématographie et de la photographie créée en 1967, donc pendant la présidence
de Sékou Touré, et connu sous le nom de Sili Cinéma Photo. Et donc où il y avait qui était doté d'un centre, donc d'un laboratoire, d'un centre de mixage, on le voit dans le film, et d'une grande salle de cinéma au cœur de Conakry. Mais on apprend aussi un peu l'histoire de la répression de ce régime, notamment après un épisode qui est évoqué dans le film, donc l'invasion portugaise en novembre 1970, parce que Sékou Touré soutenait aussi le PAIGC, donc le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Donc les Portugais avaient attaqué Conakry, et donc en représailles, Sékou Touré avait envoyé de nombreux cinéastes qui étaient considérés comme des fonctionnaires, qui faisaient partie de Sili Cinéma au Camp Boiro, qui était cette prison où ils ont été emprisonnés, torturés. Mais on voit donc il y a toute cette histoire aussi qui émerge un peu, mais donc on dirait que en même temps il y a la volonté de ne pas affronter cette histoire frontalement, mais d'une manière plus intime, je dirais aussi. Donc c'est peut-être la force aussi de Souleymane, ouais. Qui se met en scène au sens propre du terme, avec une fausse naïveté qui lui permet quand même d'avoir beaucoup de réponses. Mais en effet, c'est pas un film frontal politiquement. Il faut comprendre aussi le contexte dans lequel on tourne au moment où on est en Guinée. C'est le moment du référendum d'Alpha Condé. Il y a des manifestations, ce qu'on appelle des journées villes mortes, où vraiment on ne peut plus circuler dans la ville puisqu'il y a des manifestations qui sont largement réprimées, il y a des morts. Souvent, c'est pour ça que ça résonne aussi, voilà, ces séquences de guerre, de films, etc. C'est aussi ce qui se passe en Guinée, c'est toujours par un biais. Ça lui a permis, le fait que ce film soit pas si frontal, de mener quand même pas mal de combats. Après, derrière, en Guinée, après la sortie du film, le film a fait sa première à la Berlinale. Il a eu un prix de l'audience, ça faisait 20 ans qu'un film guinéen n'avait pas été présenté dans un grand festival. Donc forcément, d'un coup, tout le monde était fier, et puis lui disait non, mais vous n'avez rien fait. Ce film, je le dois à la France, au petit... voilà, c'est-à-dire qu'il a essayé d'impliquer quand même des acteurs guinéens, oui. Notamment vraiment des fois sur pas grand-chose, sur des aides même logistiques, par exemple de voitures, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de fonds de cinéma, il y a une école de cinéma qui est largement sous-dotée. Et du coup, la sortie du film a permis quand même d'ouvrir des débats, un espace de parole qui n'existait pas dans un temps de transition, on ne va pas dire démocratique, parce que c'est un peu compliqué la Guinée, oui. Mais dans un espace de transition quand même, puisqu'il y a eu, entre-temps, voilà, après la sortie du film, il y a eu le coup d'État, maintenant un nouveau président général. Voilà, la situation ne s'arrange pas forcément pour la Guinée en règle générale, mais en termes de cinéma, en tout cas, il y a eu vraiment des choses qui sont passées entre la sortie du film et maintenant. Et vous l'avez tourné quand, le film ? Alors le film, on est parti pour des premiers repérages en 2018. Il faut mesurer aussi ce que c'est de tourner un film, c'est-à-dire au moment où on se rend compte en 2016, il est sur des étapes de pitch, donc j'imagine que ça fait déjà un moment qu'il y réfléchit, qu'il a commencé à l'écrire, qu'il a postulé. En 2018, on fait les repérages, donc on se rend sur certains lieux, on fait quelques images, mais vraiment toute petite équipe, il y avait juste moi et lui pour tester des choses, essayer de trouver des lieux de séquence, des choses comme ça. Et on est retourné en 2020, je crois qu'on est rentré 2 jours avant le confinement, on n'avait pas du tout entendu parler du Covid, rien du tout. Et la partie du coup de Paris s'est tournée un peu plus tard en 2021, du fait du Covid et du confinement, voilà, il y avait des accès qu'on ne pouvait plus avoir sur certains espaces où on devait tourner. Mais on le voit quand même, on a les masques et tout, donc ça devait être un peu plus tard, en 2021. Et le film est sorti en 2023. Ouais. Et donc oui, et donc pour revenir sur quelque chose que vous disiez, on a donc la dimension de la recherche d'un passé perdu et effacé, et également je dirais qu'une dimension qui est tout aussi centrale dans le film, c'est en fait une réflexion sur l'écriture de la mémoire au présent. C'est-à-dire, on voit par exemple dans les scènes tournées dans la région de Cancan, mais également dans la scène de film de rebelles tournée avec les enfants. Et je dirais que c'est là aussi où il y a toute une dimension politique dans le film. Donc sans se confronter à l'histoire politique, il est un film, je dirais, qui a cette dimension politique dans cette réflexion sur aussi qu'est-ce que la mémoire, comment on la garde et comment pas seulement on l'enregistre à la transmet, mais comment on l'écrit en fait. Ça aussi c'est un biais assez... parce que les mots ne sont pas posés par Souleymane dans leur film.
mais ils sont encore inédits. On parle de crime, on parle voilà, de prison, on parle. Les personnages qui sollicitent avec pas grand-chose parlent quand même de cet effacement. Et lui, il arrive à le transformer parce que finalement le film existe grâce à lui. Quand il se balade à Paris, que les gens s'arrêtent, regardent le titre du film, le nom de l'auteur, quand il retourne à imaginer ce qu'aurait pu être le film au bois de Vincennes et à trouver que ça ressemble vachement à la Guinée. Alors que, il y a des perruches aussi. Voilà, c'est ça aussi qui amène le présent, c'est son regard aussi. Et puis lui, sa vocation quand même politique qui est de relancer le cinéma en Guinée, pas seulement pour lui, vraiment de créer une industrie du cinéma, puisque le cinéma, c'est pas que des porteurs de projets, c'est pas que des rêveurs. Voilà, il faut des équipes, il faut du matériel, il faut des financements, il faut des aides. Donc c'est tout ça qui est en marche, j'espère en tout cas, même si c'est pieds nus en Guinée. Oui, justement, parce qu'il y a aussi ce symbole d'être pieds nus, en fait, qui est très fort, comme c'est une critique également, et il le dit carrément dans le film. Et aussi ce que j'ai trouvé très puissant, donc toujours dans la partie qui concerne le présent, donc quelle est l'envie de cinéma de la nouvelle génération d'étudiants qui sont à l'école, que Tierno Souleymane Diallo a fréquenté lui-même, et cette approche, donc en même temps qui est aussi une réflexion sur qu'est-ce que faire du cinéma, donc où vu qu'il n'y a pas de moyens du tout, donc il n'y a pas de caméra, donc il va donner aux étudiants des caméras en bois. Et donc là on se pose la question, comment est-ce qu'on peut faire du cinéma avec des caméras en bois? Alors, en vrai, on ne peut pas vraiment. C'est tout l'enjeu, mais on peut en tout cas imaginer des histoires, et c'est ça ce qu'il nous dit, Souleymane. C'est qu'avant d'avoir des outils, il faut avoir envie de raconter des choses, les raconter quand on disait au présent, c'est-à-dire là, quand il part à Diankana, que le sage, parce qu'on avait vraiment dû aller solliciter le conseil des sages pour savoir si on avait le droit de filmer, etc. Donc c'est Souleymane qui est allé pour avoir le droit d'emprunter un âne, tout ça. Et de découvrir que le chef du conseil des sages finalement était guichetier dans un petit cinéma, et que lui-même, en fait, ce qu'il a envie de voir, c'est le quotidien des gens. Enfin voilà, on revient aussi à des essentiels du cinéma. Et c'est peut-être aussi l'enjeu. Nous, dans le documentaire, on est un peu tiraillés entre l'école du cinéma direct. Puis aujourd'hui, à Cannes, pour faire un documentaire, il faut mettre beaucoup en scène, fictionnaliser. Ça, c'est des écritures aussi qui sont entre les deux, qui sont des films qui reviennent à l'essentiel, c'est-à-dire de raconter des choses, de dénoncer aussi politiquement. On le voit un peu en France aussi, sur les commissions, etc., quand on lisse beaucoup les projets, alors que le cinéma, c'est aussi pour raconter la vie des gens. Voilà. Oui, et en fait, un autre aspect qui est très intéressant, c'est que justement là où il y a la scène avec le conseil des anciens, en fait, on dirait que, comment dire, Tierno, bon, c'est déjà qu'il ne va pas trouver le film là, mais il y va quand même. Donc il y a cette découverte que l'un des messieurs était justement guichetier d'un cinéma, et il y a la question, mais donc sur la représentation, donc de poser la question de ces gens, mais quand même il y a jamais eu de cinéma dans ce village, donc comment est-ce qu'il voudrait être représenté, qu'est-ce qu'il voudrait voir à l'écran. Et donc, la réponse, c'est la vie quotidienne du village. Et donc, d'une certaine manière, on voit Souleymane qui répond à la demande de son interlocuteur, mais en même temps, il découvre le pouvoir de la caméra comme outil de dévoilement, parce que c'est en tournant là on voit surtout des femmes en fait et c'est comme s'il découvrait cette dimension. Voilà. En tout cas, on a été étonnés déjà de la fréquentation, parce qu'au début, on pose 3 bancs, et puis d'un coup, c'est vraiment tout le village et les gens à côté qui viennent. Donc c'est pareil, il y avait des sages qui étaient là, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, il y avait des hommes et des femmes, c'était très mélangé. Et c'est ça aussi le pouvoir du cinéma, c'est-à-dire avec un petit film qu'on a fait dans la journée, qui a été montré très rapidement, d'un coup de se voir ensemble aussi, c'est l'expérience collective du cinéma. Et on l'a mis 2-3 fois le film, parce qu'ils ont demandé à le revoir, donc on a remis le petit film 2-3 fois, et en même temps on se disait, même nous on aimerait bien avoir des salles remplies comme ça en France, parce que des fois il n'y a pas beaucoup de public, là il y avait 600-800 personnes qui étaient là dans le noir. Donc oui, voilà, à chaque séquence en fait où on vient constater une perte, il le remplit avec la puissance du cinéma directement.
Et même quand on voit Bois d'Arcy, de dire finalement les films sont destinés à mourir, une pellicule c'est organique, on peut essayer de la prolonger, on peut la copier, etc., mais il y aura toujours une perte. Quand on voit aussi certains types de productions qui sont archivés, il a fallu que ça passe par un dispositif particulier, que ce soit reconnu par nos pairs au cinéma ou que ça vienne de collections privées, de gens qui vont aller payer pour archiver. Mais il y a tout un pan de la production cinématographique, même alternative, etc., qui disparaît de toute manière. Et en plus, on arrive sur des histoires de support. Alors voilà, le numérique, c'est une illusion, puisqu'on pense qu'on va tout stocker à des gros disques durs incroyables et tout. En fait, non, tous les formats changent, on passe au 1000K, c'est des clés USB, c'est plein de choses. Un signal numérique, ça se régénère tous les 5 ans. Donc là, c'est presque un acte un deuil qui se fait, de dire voilà, en fait le cinéma n'est pas fait pour durer éternellement, peut-être que certains classiques résisteront, voilà, on verra encore des Chaplin peut-être dans 200-300 ans, c'est super, mais ce type de film peut-être pas. C'est aussi le problème de nos films, en fait, ils ont du mal à circuler, il y a un moment donné où ils s'échangent en lien, les gens se partagent des films comme ça de manière un peu clandestine, parce qu'ils ont passé le temps des festivals, ils ont trouvé pas leurs diffuseurs, leurs acheteurs, mais il y a quand même un moment où même économiquement, en fait, quand on essaie de rationaliser le temps que prend un film, l'énergie, l'argent qu'on y met. Donc quand on va filmer justement des gens qui n'ont pas beaucoup, qu'on se rend compte que... Moi j'ai filmé un homme dans un cimetière, vraiment j'avais des questions en me disant putain, le budget d'un film ça pourrait lui changer sa vie, et en même temps ça permet juste de mal payer les gens qui bossent avec vous à un moment donné. Donc c'est cette réalité-là qui permet... voilà, ce temps du présent, finalement il existe aussi peut-être dans les images, mais à côté aussi des images. Et à un moment donné où le documentaire c'est fait aussi pour réveiller des choses à certains endroits, c'est pas forcément... Ça se fait dans les salles avec les débats et les projections, mais ça se fait aussi sur le terrain, dans l'expérience qu'on laisse. Et ça, c'est pas matérialisé, mais c'est... C'est une autre manière de fabriquer des souvenirs. Oui. Donc, en faisant le film, il y a l'imaginaire qui va avec. Et donc, en fait, je dirais que la mémoire qui émerge de ce cinéma est en fait une mémoire pleine de trous, pleine où il y a... je pourrais dire que c'est d'une certaine manière un cimetière sans corps, dans une certaine mesure. Et je dirais en fait qu'il y a deux éléments, un peu deux manières de reboucher ces trous manquants. Et en rejouant, donc en reconstituant. Et donc le premier moment dont je voudrais parler, c'est donc le film de Rebelle. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce tournage de film avec des enfants, c'est que, en fait, c'est comme si Suleiman voulait montrer que, parce que dans l'échange qui précède cette séquence-là, donc il discute avec un monsieur qui dit qu'en fait les enfants ne connaissent pas le cinéma, et en fait ce que Suleiman montre, c'est que peut-être les enfants ne vont pas dans une salle de cinéma, n'ont pas cette expérience-là du cinéma, mais ils ont quand même un imaginaire de cinéma, et qui est en fait un imaginaire d'emportation, parce que qui est construit, et c'était comme s'il voulait montrer que en fait il n'y a pas de vide dans les imaginaires, et quand il n'y a pas quand il y a plus de cinéma je veux dire guinéen, donc en fait ce qui arrive, c'est que il y a des imaginaires cinématographiques emportés, donc les gens se rapproprient. On le voit aussi avec les films indiens doublés en sous-sous, et donc j'ai trouvé assez marquante cette séquence où il y a les enfants qui proposent donc un film. Donc un film, c'est quelque chose qui est lié en fait à la violence, les armes et tout ça. Et donc il y a on voit quand même qu'ils ont un certain imaginaire du cinéma, et c'est peut-être aussi une alerte pour l'avenir. C'est devenu un truc comme ça, quand il vient vers les Gobelins, quand il fait, il trouve des films chinois, de fleurs, porno, en tout cas aucun film guinéen qui repasse en dit bon, il y a des films guinéens ici, finalement ils ne les trouvent pas vraiment. Les films qui sont en sous-sous sont des films indiens. Rebelle, c'est tous les films d'action, grand public aussi, qui existent. Et c'était aussi un des propos du film de Suleiman, de dire si on n'a pas quelque chose qui est lié à notre histoire, et donc ils sont les films finalement qui filment avec les habitants, même Rebelle, ça prend pour décor finalement quelque chose, en tout cas nous ça résonne à quelque chose qui se passe en Guinée à ce moment-là. Et en effet, en tout cas, c'est de dire que s'il n'y a pas de production guinéenne, la perte, elle est aussi dans les cultures, dans l'histoire, dans les identités.
Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de regarder des films américains, mais ça ne peut pas remplacer. Ah, bien sûr. Et ça crée forcément du décalage aussi dans la représentation. La Guinée, c'est un pays dont la jeunesse s'émigre beaucoup. Voilà, les mineurs isolés les plus nombreux sont les Guinéens en France. Et c'est aussi ça, c'est se rattacher aussi à une histoire qui a été riche. La Guinée, c'est multiculturel, c'est plein d'histoires qu'on pourrait raconter et qui ont du mal à se raconter parce qu'il n'y a pas les moyens ou les volontés politiques pour le faire. On a ça. Oui, comme ça. Sauf depuis Tiens. Oui. Et oui, donc oui, parce que justement il y a ce travail il assume une responsabilité donc vis-à-vis à ce comment dire. Il devient un transmetteur d'images, un créateur d'images et il se fait charge de cette responsabilité non seulement de réflexion mais aussi justement de transmission et aussi de contribution à faire renaître cet imaginaire. Et on le voit aussi dans une autre manière de reboucher les trous, c'est dans la dernière séquence, quand il y a donc le remake sans modèle de Muramani, tourné au bois de Vincennes. Donc je voudrais qu'on parle un peu de cette séquence, donc comment se passe le tournage, quelle était l'idée derrière. Déjà on a tourné du coup à Lyon. Ah oui, d'accord. L'idée, en tout cas, au tout début du projet, il y a 2 fins possibles. La première fin, c'est qu'en effet, on retrouve une copie ou des extraits de copie du film. Et dans ce cas-là, la dernière séquence, ce serait la tentative de restauration peut-être de cette copie et la projection en Guinée. Et quand même, au bout d'un moment du projet du film, on comprend que ça ne va pas être si simple, parce qu'au début, il y avait les options de l'IDEC, justement, que ça aurait été archivé là. On s'aperçoit qu'en fait, c'est des films africains faits à Paris maintenant. L'IDEC, c'est l'école de cinéma où Mamadou Touré avait... Oui, la FEMIS d'aujourd'hui. C'est la FEMIS aujourd'hui qui accueille pas mal de réalisateurs étrangers dans les années 50, enfin pas mal, pas tous. Mais en fait, on s'aperçoit que le film Muramani, il est sorti de cette production-là. Donc c'est un film en fait qui a été même autoproduit, c'est la première production indépendante africaine. Et on retrouve un article, c'est une séquence qui n'est plus dans le film, mais l'article de Libération qui fait une critique du film, qui parle de son côté naïf, etc. On ne connaît pas la valeur du film, et comme le dit Obilé Barlet, peut-être que Afrique en scène a pris une place parce c'était un manifeste et que ça a marqué l'histoire du cinéma d'une certaine manière. Mais on ne sait pas non plus quelle est la teneur justement de ce type de film. Peut-être que c'était pas un manifeste, mais qu'il avait d'autres qualités. En tout cas, il était hors production et c'est aussi la raison peut-être pour laquelle il a disparu. Il a disparu, oui. Puis Mamadou Touré, c'est un nom très court. C'est très dur de trouver ça sur Internet. Donc voilà, on n'a pas retrouvé le réalisateur, ils n'ont pas retrouvé non plus la copie. Et au fur et à mesure du film, en fait, il entend parler d'un conte. Et donc c'est ça l'idée à la fin du film. Il savait que s'il n'y avait pas la copie de Muramani, il réinventait un Muramani, sachant qu'il y avait 2 synopsis. Il y en a un qui parle vraiment de l'histoire de comment les Malaquais sont arrivés dans le Fouta, l'islamisation du Fouta, quelque chose de très concret en Guinée. Et sur le synopsis britannique, c'est l'histoire d'un homme et de sa relation à son chien. Donc déjà, il ne savait pas trop quel type d'histoire il allait raconter à partir de ces 2 choses. Et finalement, c'est le conte qui a pris la place. Donc il a retrouvé quand même un Muramani, un conte, et c'est ça qui remet en scène de manière un peu décalée, puisque tout le jeu aussi de l'image, par exemple, c'est aussi de faire croire, voilà. On voit beaucoup de gens qui filment dans le film, oui. Et c'est pas eux qui filment. Donc voilà, il y a aussi ce jeu de mise en abîme et de film dans le film, de tournage dans le tournage. Donc ça a été vraiment la dernière séquence en tout cas du tournage. On a terminé par ça. À Lyon pour des raisons de production, parce qu'il y a une des sociétés de production qui était là-bas et que peut-être c'était plus compliqué de tourner à Vincennes, de construire un but à Vincennes, je ne sais pas. Oui. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez exceptionnel, donc on voit dans le tournage de Muramani, c'est comme si c'était en fait la mise en image d'un conte qu'on entend en voix off, une partie en chanson. Et donc récemment, j'ai interviewé en visio Tierno Souleymane Diallo parce que je suis en train de créer un article sur ce film. Et il m'a raconté une histoire assez incroyable donc, de comment il a retrouvé ce conte.
Et que donc il était en train de faire un casting pour une série en Guinée. Et donc il y a un monsieur qui appelle pour dire qu'il était en retard, donc si quand même il pouvait être reçu. Et donc bon, Suleiman décide finalement de l'attendre. Et puis bon, le monsieur est assez âgé, donc il lui demande pourquoi veut-il faire une série, est-ce qu'il aime le cinéma et tout. Et donc en discutant avec ce monsieur, il découvre qu'il connaissait l'histoire du film Ramani, et donc il dit qu'en fait l'histoire du film est tirée d'un conte, et qu'il connaît quelqu'un, un ami à lui, qui connaît ce conte et qui sait chanter aussi. Et donc, ils se rencontrent à nouveau. Donc, le monsieur amène son copain qui va... donc, et c'est comme ça que Suleiman peut prendre connaissance de ce conte et de la chanson qui va avec. Et donc, on ne sait pas si c'est en fait l'histoire d'un hasard ou en fait d'une écoute, on peut dire les deux. C'est comme si ce conte au lieu d'être Suleiman qui a retrouvé le conte, c'est comme si ce conte avait trouvé Suleiman pour être mis en image. Et donc, il y a aussi, je dirais, à partir de là, une réflexion un peu sur qu'est-ce que cette mémoire immatérielle, donc, et d'essayer donc finalement, comment est-ce qu'on peut remonter à un imaginaire donc, qui existe mais qui n'a pas été archivé sous forme d'archives filmiques ou même d'archives écrites. Et donc, c'est comme si, d'une certaine manière, Suleiman donnait finalement corps à cette mémoire, ce patrimoine immatériel, pour en créer une trace qui peut être aussi retransmise. C'est la question quand il interviewe ce monsieur qui faisait partie du comité de censure, qui dit « Bon, nous, on n'a pas de culture des archives ». Cet article du Monde qui parle donc d'un film un peu naïf, mais pas dénué de charme. Enfin voilà, on sent que c'est une époque aussi où il y a des regards peut-être nord-sud qui sont différents, et donc valoriser ça, c'est aussi ça. Le conte, c'est aussi un support du cinéma, mais c'est aussi la tradition orale, c'est des choses qui ne s'archivent pas. En tout cas, là, il arrive à faire rejoindre justement ces deux cultures, mais ça pose aussi la question, en effet, du regard du film, notamment là sur le film de Suleiman, qui a été financé en majorité par l'extérieur. Qu'est-ce que l'extérieur attend des films africains? Parce que, ça va énerver Suleiman, parce que le cinéma africain, pour lui, ça n'existe pas. Enfin, il y a des cinématographies en Afrique, et même peut-être des cinématographies régionales. Enfin, il y a une diversité, en tout cas une complexité qui varie, puis des enjeux qui sont différents. Voilà, au Sénégal, on ne produit pas de la même façon parce qu'il y a des fonds étatiques, c'est pas la même chose au Maroc, en Algérie, où c'est un peu plus compliqué. Enfin, voilà, il y a des nationalités aussi et des cinématographies qui sont plus difficiles que d'autres, plus accompagnées que d'autres. Et donc l'enjeu de Suleiman, après, ça a été beaucoup de débats à la télé, à la radio et tout ça en Guinée. Et puis surtout, il a été contacté notamment par les attachés culturels français pour accompagner tout un programme de formation de jeunes professionnels de cinéma. Donc des jeunes qu'on voit d'ailleurs certains dans le film, qui sont étudiants avec des caméras en bois. Il a monté donc un programme, c'est un incubateur de talents cinéma, pour lequel moi je l'ai rejoint pour les formations techniques. Et donc on a été trois, il y avait aussi la chef de poste Ophélie qui fait le son, qui a accompagné. Et donc lui c'était un programme de 9 mois. Nous sur les formations techniques, on a intervenu pour réaliser un court-métrage collaboratif et puis partager en fait des procédures professionnelles, des choses, des mises en pratique. Et cette première session a donné naissance à 11 courts-métrages qui ont été produits en 9 mois, dont 3-4 qui circulent en festival. Là, il y avait le FESPACO. Donc voilà, il y a l'émergence quand même de nouveaux cinéastes, de nouveaux accompagnements. L'enjeu aussi de Suleiman, c'était d'équiper, donc il pense vraiment en termes d'industrie, il y a beaucoup de projets où on va aider des porteurs de projets à écrire des projets, à les voir, à pitcher pour rencontrer des producteurs, mais quand il n'y a pas de sous, quand il n'y a pas de techniciens, quand il n'y a pas de... Voilà, on est soit dépendant de l'extérieur et en demande de financement. Donc l'idée c'était aussi ça, nous quand on est venu pour les formations techniques, on a fait tout un devis d'achat, on a apporté du matériel, et du coup il y a toute une unité de tournage, 2 studios de montage qui ont été installés, un studio de mixage, la possibilité de produire
Et puis donc des sessions. Moi j'avais 4 techniciens par exemple à l'image, il y en avait 3 au son, il y en avait pour la production, pour l'écriture, voilà, la régie, donc de former plusieurs types de métiers avec des gens qui avaient déjà des prérequis. Et en décembre l'année dernière, je suis retournée aussi à Lubrica pour former là, un groupe de jeunes filles, pareil, sur lequel pendant une semaine on a accompagné de formation technique. Et donc cet incubateur c'est Sabou Ciné Talent, c'est ça. Et oui, parce que d'ailleurs, en fait, j'ai pris connaissance de ce projet dans un article d'un étudiant sénégalais qui était paru pendant la dernière édition de FESPACO. Il y a eu un entretien avec Pierre Souleymane Diallo qui était assez critique de la manière dont les gouvernements africains se pavanent un peu au FESPACO en voyant le nombre de films qui viennent du pays, et lui dénonçait quand même le fait que, sauf qu'il n'y a pas d'engagement étatique derrière ces productions-là, et que finalement, les cinéastes africains sont obligés, il dit c'est un cinéma de mendiants, qui a une expression assez forte quand même. Mais je pense qu'il reflète la situation. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, parce qu'il y a eu des petits débats, ils ont ouvert un fonds quand même, je pense, une année après. Je vous conseille d'ailleurs de taper le débat télévisé Thierry Souleymane Diallo, parce que du coup, sur un des débats, justement, on lui a opposé ce fonds, et puis il disait attends, j'aime ce que tu dis là, parce que moi je fais des films pauvres en fait. Les films pauvres, c'est quoi? C'est des films sur lesquels on ne paye pas d'acteurs, de costumes, de décors, de FX. C'est 4 millions de francs guinéens quand même qu'il a fallu trouver. Vous proposez 10 millions, on les prend, on les bouffe, et puis après il y a quoi? Bon, voilà. C'est vrai que c'est aussi des politiques qui s'engagent sur du long terme, mais on le voit en France aussi, depuis quelques années, où les fonds s'amenuisent, que ce soit pour les milieux associatifs, les espaces culturels et nos commissions de cinéma aussi. Ça devient de plus en plus sélectif, parce qu'on met moins d'argent aussi dans la culture et dans le cinéma. Oui. Et donc peut-être une dernière question avant de passer aux questions du public. Donc vous dites qu'il y a aussi une interrogation sur peut-être la manière de voir, de considérer le cinéma africain entre guillemets depuis l'Europe, depuis la France en particulier. Et donc je voulais vous poser une question quant au tout dernier plan du film. Et donc le film se clôt sur ce regard caméra du visage de Souleymane dans cette caméra en bois qui est en carton, oui, pardon, qu'on dirait c'est une interpellation d'une certaine manière. C'est son regard, la caméra en carton. En effet, c'était un film de carton, un film sans chaussures, un film où les maquettes sont faites en fer forgé, en fil et en palette. C'est ce cinéma des mendiants peut-être, mais orgueilleux aussi. Absolument, plein de dignité. En tout cas, comment dire, ce plan, alors je ne sais pas parce qu'il a beaucoup fait parler. Il y a eu des références à Godard, des références très très élogieuses. Il me disait non, c'est juste ma tête dans une caméra. Mais c'est une façon de dire qu'il est là et puis que même avec rien, en fait, il va continuer à faire du cinéma. Oui. Et quand il dit qu'il va continuer à faire du cinéma, c'est ses propres films, mais c'est aussi accompagner les films de jeunes cinéastes qui ont besoin aussi. Le cinéma, c'est une discipline qui demande de l'argent et des moyens, mais c'est aussi une discipline qui demande des humains. Absolument. Et donc, on ne fait pas des films tout seul, et ça, il en a très conscience. Et il se pose en passeur. Oui, mais même sur le tournage, il a bien pensé à son équipe. Voilà, on était des équipes mixtes, femmes-hommes, guinéens, français, avec une grande confiance aussi pour chacun. C'est-à-dire chacun avait un poste très précis et c'était relativement bienveillant. Voilà, il y a eu une ambiance aussi de tournage qui était très sympathique et très équitable aussi. Voilà. Oui, je dirais que ça reflète un peu l'éthique, la position éthique du film. Oui, et en fait, pardon, j'avais encore une toute dernière question, plus esthétique peut-être.
Sur en fait, les plans de raccord entre les différentes séquences, c'est souvent des paysages, donc filmés en plan large. Et donc, pourquoi ce choix? Est-ce qu'il fallait et des paysages où il y a une déambulation toujours? Je pense qu'en tout cas, là, sa balade, elle permet de découvrir aussi la Guinée. Et nous, c'est un pays qu'on a découvert grâce à ce film. Quand j'étais j'étais déjà venu en Guinée avant les repérages. Et c'est un pays qui est en effet très riche, avec des paysages très différents, des populations très différentes aussi. Donc je pense que c'est une façon aussi d'illustrer son pays à ce moment-là. Et puis sa quête aussi. Oui, parce que ça, c'est aussi une manière de mettre en image cette métaphore de la quête, de la déambulation, d'une certaine manière, à la recherche de quelque chose. Et merci beaucoup.